Éric Jallet, merci d'être parmi nous pour la Journée internationale des droits des femmes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et puis nous expliquer en quoi est-ce que cette Journée internationale des droits des femmes est importante pour vous? Alors, je suis procureur de la République au tribunal judiciaire de Mâcon, en Saône-et-Loire. Une juridiction de moyenne importance dans un territoire rural, dans un département où il y a à peu près 500 000 habitants. Alors, cette journée sur les droits des femmes, pour moi, elle est importante dans le sens où c'est un moment où tous les acteurs publics doivent s'interroger sur les manières de lutter contre les violences faites aux femmes, de réfléchir sur la place des femmes dans la vie publique, dans la vie de la société. Et donc, c'est en cela que je trouve que c'est toujours un moment de réflexion important. En tant que procureur, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que votre activité professionnelle est reliée aux droits des femmes? Alors, principalement, en tant que procureur, mon métier est de traiter les violences conjugales dans toutes leurs dimensions, au sein des couples, sur les femmes, mais avec cette dimension familiale qui intègre aussi les conséquences sur les enfants. Euh, et le traitement, je dirais, du début de la procédure jusqu'à la fin. Et ce sont des procédures qui sont assez souvent difficiles à traiter. Dès le repérage de la situation, dans le traitement, la réactivité, la protection des victimes et la prise en compte, encore une fois, des intérêts des enfants qui assistent le plus souvent à ces scènes. Alors, vous nous parliez d'un cas en particulier en termes de rapport aux enfants. Est-ce que vous pourriez nous le rappeler? Alors, j'ai été avocat général dans un dossier d'assises concernant euh, les faits de meurtre par une femme, c'était le dossier Valérie Bacot, sur son mari. Et ce dossier était très intéressant parce que, en fait, cette femme qui avait tué son mari et qui l'avait enterré avec l'aide de ses enfants, eh bien, euh, en réalité, son dossier révélait qu'elle avait été violée par son beau-père à l'époque. Son beau-père avait été condamné, mais l'emprise qu'il exerçait sur elle, euh, et la vulnérabilité qui était la sienne à l'époque, c'était au moment de ses 14 ans, avait conduit à ce que, à ses 17 ans, elle décide de se marier avec, en réalité, son agresseur. Et cette situation n'avait pas pu en réalité être traitée judiciairement. Le juge des enfants qui la suivait, le procureur, les éducateurs avaient tenté de la dissuader, mais elle s'était mariée avec son violeur. Et ensuite, bien entendu, pendant 20 ans, elle avait été l'objet de plusieurs types de sévices, de violences. Elle avait été réduite à la prostitution par son mari et n'avait pu, et c'est ce qu'on a compris au cours de l'audience, n'avait pu s'en libérer qu'en le tuant. Elle a été condamnée pour homicide, mais à une peine plutôt clémente au bout du compte, comprenant ce ce statut de victime. Et en réalité, c'était plus le dossier finalement de la pédophilie et de l'impossibilité de sortir une victime de son emprise, finalement, que d'un dossier d'un simple homicide conjugal. C'était plus la révélation que les services judiciaires de l'époque n'avaient pas réussi à protéger cette victime suffisamment et à empêcher qu'elle se construise avec son violeur. Comment est-ce que la loi aujourd'hui évolue vis-à-vis de cette prise en considération de l'emprise que l'homme peut avoir sur une telle situation? Est-ce qu'on a des lois aujourd'hui qui vont être prises en compte en fait de tout ce qui va toucher l'environnement de la victime pour justement essayer de pouvoir ne pas arriver à ce genre de terribles meurtres? Alors, la loi évolue et aggrave les peines.
la loi évolue dans le sens de la protection des victimes, mais plus généralement, les méthodes et les pratiques évoluent. C'est-à-dire que la nécessité du repérage, de faciliter la prise de parole, y compris avec le travail sur les médecins, sur les exceptions au secret médical qui sont posées avec le corps médical, le travail des associations pour venir en aide aux victimes, va faciliter le travail judiciaire. La grande question du huis clos familial et de l'irruption de la loi finalement dans la cellule familiale, c'est véritablement la facilitation du repérage des situations. Et je pense que ici, les lois ne suffisent pas. Il faut véritablement que les professionnels de la justice, mais aussi les associations, toute la société civile, en réalité, participent de ce mouvement de protection. Bien entendu, au départ, avec le conseil départemental, l'aide sociale à l'enfance, parce que les situations peuvent démarrer très tôt vis-à-vis des enfants. Et pour les femmes, en réalité, la capacité d'avoir tout un tissu associatif autour de ces femmes. Dans le département de Saône-et-Loire, avec la déléguée aux droits des femmes, ont été créés ce qu'on appelle les réseaux vifs, des réseaux qui regroupent des communes, donc des collectivités territoriales, des médecins, des associations, des services d'enquête et les services sociaux pour venir en aide en urgence à des femmes victimes qui peuvent proposer des hébergements d'urgence. Ces situations font l'objet d'un accompagnement social avec des intervenants sociaux qui travaillent en commissariat et en gendarmerie et qui font le lien avec l'association d'aide aux victimes, avec France Victimes. Et à partir de là, on accompagne la victime vers la judiciarisation. Parce que tout dépôt de plainte est une prise de risque. En réalité, et on le sait bien, avant qu'il y ait un dépôt de plainte, avant qu'il y ait un départ du domicile, il faut déjà passer par plusieurs phases de violence et passer quasiment par la peur de mourir avant de pouvoir penser que cette prise de risque va en réalité pouvoir déboucher sur une libération, sur une sécurisation. Et c'est tout ce processus qui doit être facilité avec ces différents acteurs qui doivent aussi travailler ensemble, partager les informations et respecter la victime dans ses choix, mais aussi en l'accompagnant. Pour judiciariser, c'est-à-dire amener la victime à déposer plainte. D'un autre côté, France Victime, par exemple, est en train de créer un système qui s'appelle Mémo de vie. C'est-à-dire, va pouvoir rencontrer des victimes qui n'est pas automatiquement déjà prête à porter plainte, mais qui va mettre dans un coffre numérique des photographies de ces blessures, des certificats médicaux, et qui vont pouvoir alimenter, une fois qu'elle est prête, et on espère le plus tôt possible, mais ce n'est pas toujours facile, je l'ai dit, et qui vont pouvoir alimenter derrière un dépôt de plainte construit, et donc qui vont constituer des éléments probatoires, parce que c'est toujours notre besoin en termes judiciaires pour pouvoir exercer des poursuites. Et donc, c'est aussi un mouvement intéressant de pouvoir accompagner la victime dans son chemin vers le dépôt de plainte, qui, encore une fois, est toujours un moment difficile. Alors, notre forum cette année se focalise sur la notion de ruralité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, selon vous, au travers des yeux d'un procureur, les différences de l'accessibilité au droit dans un cadre, on dira plus citadin, et l'autre en ruralité? Alors, l'enjeu, évidemment, et on le dit pour tous les services publics, c'est le dernier kilomètre, c'est aller vers. Et c'est toujours difficile de se dire que finalement, dans une campagne qu'on peut dire quelquefois oublier les services publics, il peut y avoir cet accès au droit. Alors, on s'appuie beaucoup sur ce qu'on appelle aujourd'hui les établissements France Service, ou les services judiciaires, les associations. France Victime, par exemple, tient des permanences dans ces établissements France Service. Alors, il y a bien entendu la documentation numérique, il y a le numéro d'urgence 3919, les brigades de gendarmerie constituent un maillage territorial
très intéressants et sur lesquels on travaille beaucoup sur l'accueil des victimes dans les brigades de gendarmerie et tous les services d'enquête. C'est une vraie question aussi, hein. Comment accueillir la victime? Comment sécuriser sa parole? Mais en réalité, entre les établissements France Service qui peuvent expliquer en fait les droits qui sont ceux des victimes, les brigades de gendarmerie qui sont encore une fois un maillage important, les collectivités locales, et on le voit avec ces réseaux vifs, euh, on essaye véritablement d'avoir un accès aux droits qui soit, je dirais, aussi complet que possible. Enfin, pour terminer cet entretien, est-ce que vous pourriez nous donner quelques conseils au niveau société civile, si jamais on veut aider justement à la fois l'accessibilité aux droits, à la fois aider une personne que l'on sent être dans une situation difficile? Comment est-ce qu'on peut aider, nous, au niveau des droits des femmes aujourd'hui? Aujourd'hui, le meilleur conseil à donner à une femme que l'on pense être victime de violence, c'est de prendre contact avec une association d'aide aux victimes. Il en existe de nombreuses, le CIDFF, France Victimes existe dans chaque département. Le tissu associatif dépend bien entendu du développement dans chaque territoire, mais en réalité, dans ces associations d'aide aux victimes, il y a des juristes, des psychologues, des professionnels qui savent à la fois eh bien, orienter les victimes, les protéger avec les moyens qui sont les leurs, et ensuite les accompagner vers le dépôt de plainte, vers l'autonomie, et en réalité les aider à ce que ça change, les aider à se libérer en réalité de situations qui sont souvent des situations d'emprise où la violence en réalité étouffe toute la cellule familiale. Et on voit bien que si la victime réussit à sortir de sa situation, eh bien, et si elle est accompagnée par la justice, euh, au bout du compte, toute la cellule familiale en bénéficie et la victime, dans ce chemin qui reste dur, la justice ne règle pas tout, mais en réalité permet tout de même de protéger la victime au long cours. Et ça, c'est ça qu'il faut pouvoir expliquer à une victime qui ne voit que les risques au départ vis-à-vis de la personne qui exerce des violences, et pour sécuriser son chemin vers la judiciarisation. Merci, merci Eric Jailly pour ces conseils et pour ces échanges.